tu enregistres. Redis-moi comment tu t'appelles. D'accord. Et tu as déjà entendu ton grand-père te raconter toutes ces histoires sur sa vie un petit peu? Non, c'est maman qui m'a lu le documentaire sur Internet. Ah, c'est bien ça. Et alors tu te dis si tu te dis que c'est quand même intéressant tout ce qu'il a pu faire ton grand-père? Oui. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Effectivement, est encore en possession de... C'est pour ça que tous les cahiers que tu as remplis, Ouais. tu pouvais faire un peu ton parcours de vie Ouais. et laisser les traces de tes combats et de tout, ça aurait Ouais. été très intéressant. Eh ben, on va essayer. Je trouve toujours le moyen de le placer, qu'on puisse le photographier. D'accord. Parce que comme je disais à certains camarades pendant longtemps, je leur disais, vous avez honte d'être communiste? Pourquoi? Je dis parce que je suis le seul à sortir avec un drapeau, ça fait 20 ans moi que je sors le drapeau et tout. Je dis, vous avez honte? Je dis parce que quand les radios, les télés parlent de nous, c'est pour dire qu'on est mort, on n'existe plus. Et si en plus vous vous cachez sans sortir les drapeaux, les gens croient qu'il n'y en a plus. Alors sortez des drapeaux. Maintenant je suis content parce que dans les manifs, j'en vois 15, 20, 10. C'est vrai, il y en a un peu plus. Allez Gérard, on va commencer par toi un petit peu. Gilbert, c'est pas que je te mets de côté. Non, non, c'est pas moi. Moi, je Ouais, suis pas là pour... Je peux commencer. Je suis né dans un milieu traditionnel dans le nord de la France, à Lille. Mon père et ma mère, c'était des personnes qui croyaient, mais, excusez-moi, mais qui avaient l'envie en conformité avec leurs idées. C'était pas simplement d'aller à l'église le dimanche, etc., etc. Bon, mon père avait été gazé Verdun, il a fait de la guerre 14. Je l'ai toujours connu entre possibilité de travail et malheureusement maladie. Mais on avait, à cause de son travail, parce qu'il était contremaître pour une entreprise, il était le chef d'atelier d'une entreprise qui faisait le bleu de travail pour les mineurs. Hein, on mettait des épaisseurs, et on traçait et on coupait avec un sabre dans une planche, enfin une table, hein, et ensuite les femmes de mineurs, pendant que les mineurs étaient au travail ou à la maison en train de dormir, se reposer, etc., confectionnaient les bleus de travail. Et toutes ces personnes étaient souvent des Polonais. Et des Polonais, alors il y avait les deux phases, des très croyants, hein, des militants. Donc pour moi, dans mon enfance, tout ça, c'est une découverte. C'est une chance. Parce que mon milieu est traditionnel, hein, mais pour mon père et ma mère, c'est pas la charité, c'est l'entraide, c'est le souci des autres. Donc j'ai eu cette chance d'être ouvert grâce à eux. Et après ça, j'ai donc été à l'école dite libre, hein, comme on disait dans le temps, hein, à l'école libre face à la laïque. Ma mère était enseignante, parce que quand mon père est décédé des suites de ces problèmes, comment je dirais, respiratoires et d'empoisonnement par des gaz, il a fallu qu'elle trouve un emploi, bon, qui n'était pas très fortement rémunéré, mais elle faisait ce qu'on appelait des leçons particulières. Comme on était dans un milieu aussi très agricole, il y avait beaucoup d'enfants d'agriculteurs qui avaient des difficultés. Donc, les jours de congé, les jours de vacances, elle allait dans ces maisons pour arrondir un peu les fins de mois.
voilà un peu à l'essentiel de mon enfance et de ma première jeunesse. Et ensuite, j'ai eu cette chance de pouvoir entrer parce que il y avait une sélection. Et comme j'étais un gosse qui jouait avec les gens de la rue, j'ai difficilement été accepté chez les louveteaux et les scouts. Parce que je ne venais pas d'un milieu semi-bourgeois, petit bourgeois, mais j'ai réussi quand même, à force d'aller, comment je dirais, relancer la cheftaine, qui était une fille d'un industriel de la ville qui s'occupait des scouts et des louveteaux, j'ai réussi à pouvoir être admis, intégré. Admis, c'est une autre chose. Mais c'est ce qui m'a donné les moyens. Le scoutisme, c'est un truc très individuel. Hein? Mais c'est ce qui m'a donné les moyens de pouvoir prendre conscience de moi. Donc j'ai eu cette possibilité, et ça m'a servi la débrouillardise, le contact avec les autres, enfin, ça m'a servi. Ça a été un moment de ma vie important. Puis les camps. Hein, on était pendant la guerre, hein, on faisait 120 km et on montait nos tentes, enfin, etc. C'était vraiment quelque chose de formidable. Bon, et puis malheureusement, ma mère a eu un cancer et elle est décédée. Mes tantes qui habitaient le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, m'ont proposé d'aller chez elles. C'était une famille nombreuse, ouvrière, hein, nombreuse, mais traditionnellement catholique aussi, hein, parce que c'était une famille imprégnée de ça. Et, comment dire, je suis donc parti pour Boulogne. Alors, à Boulogne, j'ai trouvé dans l'enseignement privé, catholique, j'avais mon brevet, une place d'enseignant. Je me suis occupé du patronage les jours de congé des enfants. Et j'ai donc eu encore, c'était toujours un peu le même milieu. Mais j'ai eu cette chance, c'était la création de l'Action catholique ouvrière, l'ACO. Ça veut dire des militants dans des entreprises qui remettaient un peu en cause bien des choses de l'Église, dans sa pratique, etc., etc. Et il y avait pour moi un côté sentimental en les écoutant. Parce que je n'étais pas dans la réalité de ma vie. Mais j'avais un plaisir important d'avoir ces contacts avec eux. Donc, je suis après parti dans la région parisienne, où j'ai été permanent pour le mouvement Cœur Vaillant. Donc là, tiens, je te coupe 2 secondes. Là, tu as quel âge à peu près, grosso modo? Pardon? Tu as quel âge? À ce moment-là, j'ai environ 18 ans. 18 ans, d'accord. Donc je deviens permanent du mouvement Cœur Vaillant et je sillonne, à cause de mon activité, les différents départements, hein, où il y a toujours massivement l'idée du patronage. Et tout doucement, je rencontre des gars qui, eux, sont ce qu'on appelle la pleine vie. Donc on crée une commission à l'Union des œuvres catholiques de France pour cette partie des jeunes, des enfants, une commission qui, en définitive, est issue des quartiers populaires et voit les réalités différemment. Tiens, la petite fille, ça va, maman? Maman est là, alors. Elle arrive? Ok.
Donc, comment dire ça? Je ne sais plus. Notamment la pleine vie. Ben, la pleine vie, ça veut dire qu'il n'y a plus de patron pour nous dans une cour fermée. Dans des locaux, on fait voir des diapositives parce qu'on n'a pas de cinéma à ce moment-là. Ouais. Hein, les aventures de Tintin et Milou, etc. Hein, c'est aller dans les quartiers. Et on crée un journal qui s'appelle Chef de bande. Avec beaucoup de difficultés, parce que l'Union des œuvres catholiques ne voulait pas financer. Hein. Mais enfin, on arrive quand même à sortir Chef de bande qui est celui qui nous lie entre nous, où les gars nous écrivent, exposent leurs idées, et on crée ce mouvement. Et à travers ça, j'ai la chance de rencontrer les gars de la CO, l'Action catholique ouvrière, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Oui. Mais ce sont des militants ouvriers, et ça va être ma première rupture aussi avec l'Église. Parce que, avec les prêtres ouvriers, comme la hiérarchie veut que les prêtres ouvriers rentrent dans les paroisses, les gars refusent, les prêtres disent non. Notre mission d'évangélisation, elle est dans le peuple. Notre foi, c'est ça. C'est pas dans l'Église même. Et donc, à partir de ce moment-là, on renforce cette tendance à l'Union des catholiques de France, et ça me crée bien des soucis, étant le responsable et étant appointé par l'Union des œuvres. Je suis appelé par l'évêque qui dirigeait cette association où j'étais. J'étais son salarié, et il me demande de revenir en arrière, de ne pas favoriser cette avancée parmi les jeunes, etc. etc. Et ayant eu la chance de rencontrer les camarades de la CO, hein, parce que je prends les mots avec eux en cours de route, le mot camarade pour moi. Et donc, je participe donc à des réunions où j'écoute, j'enregistre. C'est plus intellectuel que je ne vis pas cette vie-là. Et je rentre en conflit, beaucoup plus avec la direction de l'Union des œuvres catholiques de France. Alors, une fois de plus, je suis appelé, et c'était l'hiver. C'était l'hiver, je me souviens, et on me met voilà, ou vous changez, ou vous démissionnez. Je démissionne. Donc je reviens à Boulogne, sans travail, sans rien. Je me pointe, comme j'ai un brevet, etc., dans différentes entreprises, et je suis embauché chez Maury, la grosse société de transport international. Et donc je suis à la comptabilité, et la première des choses, non pas le premier jour, mais dans les jours qui suivent, j'essaie de savoir si un peu l'opinion des gars. Et donc, rien. Hein. Ils ont leur opinion, ils blaguent de tout et de rien, hein, mais ils s'en foutent pas mal du syndicat ou de tout ce qu'on voudra. Mais ma chance dans mon travail, c'est que ça m'oblige à aller au garage. C'est-à-dire toute la partie où il y a tous les camions Maury et compagnie. Et là, c'est autre chose. Il y a des syndicalistes, il y a des délégués du personnel élu,
Donc, je peux discuter avec eux, hein, échanger. Voilà. Donc, commence un embryon de syndicat. Bon. Et, une fois de plus, je suis convoqué chez le directeur général, avec ses 2 fils et des chefs de service encadrant papa. Lui, il tenait l'harmonium à l'église Saint-Nicolas à Boulogne-sur-Mer, président de toutes les bonnes œuvres qu'on veut. Et une fois de plus, le marché m'est mis en main. Hein, se soumettre ou se démettre. Bon, je dis que je donne ma démission. Et comment je dirais, j'ai cette chance de rencontrer un contremaître docker, Shooter, un Anglais. On parlait, et il me dit les difficultés qu'ont ses enfants au point de vue scolaire. Bon. Donc, je lui dis, écoutez, si ça peut vous rendre service, je veux bien m'en occuper un peu pour essayer de les dégrossir, pour voir un petit peu ce qui ne va pas. Parce que lui était anglais d'origine, Shooter, et il parlait français, mais il n'avait pas toute la possession des mots, etc., des possibilités. Donc, je m'occupe des enfants, et je m'inscris en même temps à l'académie pour être maître remplaçant. Donc, je suis retenu comme maître remplaçant et je vais dans les campagnes les plus lointaines, hein, pour remplacer des maîtres, soit qui a une grossesse pour l'institutrice, soit qui a un instituteur qui est malade et compagnie. Donc, je fais ça. Et puis, comme j'arrive à discuter avec Shooter, il me dit, mais tu crois pas que tu serais aussi bien sur le port? Ça, il dit, en 2 nuits, tu gagnerais ta vie de ce que tu fais actuellement, hein, tu serais libre, hein, au lieu de courir là, comme un fou avec ta mobilette. Bon, je réfléchis, et puis j'en parle à mon épouse à ce moment-là, hein, parce qu'aller sur le port, c'était quelque chose. Hein, parce qu'il y avait les portuaires, hein, et puis aller sur le port, oui, en cadre, en ceci, en cela. Hein, bon, donc je vais donc faire mes premières vacations. Et de mes premières vacations... Vous parlez du camarade docker là, qui te dit, mais viens travailler chez nous un 2 jours. Shooter. Et comme il est contremaître, il a une possibilité de m'embaucher. Mais après les professionnels, après les occasionnels, après, enfin, je suis comme sans carte. Donc, c'est le contractuel ou le vacataire de maintenant, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que le syndicat a imposé, il y a des professionnels, les occasionnels, qui sont souvent des fils de docker, qui remplaceront leur père plus tard, dans les années qui viennent. Hein, voilà, donc je suis sans carte. Et le camarade qui était Georges Bréfort, à ce moment-là secrétaire général du syndicat des dockers poissonniers, parce que je suis à la pêche, je travaille de nuit. Au commerce, on travaille de jour. C'est pas du tout la même chose. On démarre du poisson. C'est moins noble que les charges. On est des mini-dockers. D'accord. Ah oui, mais c'est bon, voilà. Ah, bon. De toute façon, dans tous les métiers, finalement, on voit qu'il y a une sous-catégorie. Pour les vrais dockers. Ah. Ouais, c'est... Alors donc, je commence à... On n'avait pas de docker syndical. Donc, je demande aux camarades s'il ne faudrait pas faire une souscription pour, sur le port, construire un local. À nous, les dockers.
Les dockers du commerce avaient leur local, les dockers de la pêche ne l'avaient pas. Donc, c'est long, hein, c'est long pour obtenir que, comment ça s'appelle, l'ingénieur des ponts et chaussées, directeur du port, accepte notre implantation sur le port de pêche. Mais enfin, après pas mal de grèves, d'actions, de manifestations, on obtient le droit de construire. Et ce local est toujours Je te coupe le 2 local secondes. de la CGT à Boulogne-sur-Mer actuellement. Je te coupe 2 secondes parce que on voit la différence entre nous maintenant où finalement on demande un local et on l'a et vous le construisez carrément quoi. Tu vois, Ah oui, nous, chez C'était- les dockers, c'est ça. Dans tous les ports, que ce soit au Havre, que ce soit à Rouen, que ce soit à Marseille, il y a la maison du docker. C'est pas un local que les patrons ont bien voulu donner. Ouais. On construit, on s'implante, on reste. Alors, bon, on a donc ce fameux local et on a donc gagné un point important dans la lutte qu'on mène pour s'implanter. Ensuite, arrive le fait qu'il y a le congrès de la fédération, non, la création, je demande à la fédération de créer une commission technique des ports de pêche et je leur demande rendez-vous. Parce que pour la fédération, on paie nos timbres, mais on n'existe pas, on est des mini-dockers. Alors donc on a rendez-vous avec Désiré Brest, qui est un camarade d'un certain âge, qui va quitter d'ailleurs la fédération quelques années après, 5 ou 6 ans. On discute et Désiré Brest propose au congrès de la fédération qui se tiendra quelques mois après la création de la commission technique des ports de pêche. Donc me voilà tout à coup invité au congrès, membre de la commission technique des ports de pêche, et en fait le président de cette commission, parce qu'il faut la créer. Donc la fédération fait plus que ça, elle me paie mes déplacements dans les ports de pêche, où oui, pratiquement je connais personne. Je séjourne, je prends contact avec l'UL, enfin avec l'UD, et puis tout doucement on découvre comment je dirais, des camarades surtout communistes qui sont sur le port. Donc on arrive tout doucement à créer des embryons de syndicats qui se rattachent à la fédération. Et donc, il y a la fameuse commission technique des ports de pêche qui existe. Les mini-dockers participent à la vie fédérale. Donc ça veut dire, grosso modo, je te coupe, hein, que ceux qui étaient des dockers sans carte, entre guillemets, prennent une nouvelle valeur sur... On était quand même avec des cartes, D'accord. mais on n'était pas reconnu par la fédération. Par la fédération, d'accord. On avait été reconnu en 1947 par la loi. Parce que la loi de 1947, c'est la reconnaissance de la fonction de docker. D'accord. Donc on avait été intégré dans la loi, on avait des BCBO, on avait tout ça, mais pour la fédération, on vivait, on cotisait, mais pratiquement c'était pas son souci premier. Sauf que Désiré Brest s'occupe de nous et crée cette fameuse commission, etc., etc. Donc me voilà dans cette commission. Et puis, et la fédération, je l'ai dit, m'envoie dans les ports de pêche, et tout doucement, on crée ça. Mais j'ai contact avec des religieuses ouvrières, hein, puisqu'il y avait les prêtres ouvriers, mais il y avait des religieuses, que j'avais connues à Boulogne, et qui travaillent dans la marée. D'ailleurs, quand je suis dans le port en train de chercher, etc., elle m'invite chez elle, on discute, et on crée le syndicat de la marée. Voilà, avec, au départ, et comme il y avait pas mal, parce qu'à ce moment-là, les prêtres ouvriers, les religieuses, hein, il y avait cet engagement voulu par des chrétiens pas non traditionnels,
d'engagement avec les travailleurs et travailleuses. Donc, elles aussi, elles connaissent. Donc, on étend notre Champ de compétences. représentativité. Bon, voilà. Et ensuite, bon, le camarade me demande de me présenter à la commission exécutive fédérale. Je suis élu comme, bon, à la fédération, les gars qui sont choisis par la Fédé ont 100% de chance d'être élus. Donc, ça pose aucun problème. Et je suis élu avec le titre de docker poissonnier, etc., etc. Après, comment dire ça? Bon, je continue avec l'aide de la fédération à sillonner les ports de pêche, hein, pour effectivement renforcer la fédération hein. Et ensuite, bon, il m'est proposé de rentrer à la commission, j'ai dit la commission exécutive fédérale, oui. Et ensuite au bureau national, pour la partie que je représente. Donc, j'accède à cette responsabilité, et quelques temps après, quelques années, Brest avait préparé, disons, sa succession. Donc je cohabite avec un camarade qui après le départ de Brest, mais avec qui j'ai toujours eu des rapports difficiles. Et qui partira 5 ans après en retraite, lui aussi. Donc, dans l'intérêt de la fédération et des syndicats, on met de temps en temps sous le boisseau nos différences, nos divergences, parce que lui, il était le secrétaire général. Il avait fait son bureau, il recevait les camarades, enfin des différentes branches, hein, Toi, tu étais sur le terrain, lui, il était dans le bureau, grosso modo. Non, mais moi, j'étais un auxiliaire. D'accord. J'étais un subalterne, quoi. C'était chef de bureau. Après, c'était une époque où, quand tu étais chef, quoi. Oui, oui, mais c'est ça. Et là, j'ai vécu cette difficulté, hein, de pouvoir, comment je dirais, le mot collaborer, peut-être pas juste, hein, mais travailler en commun. Ouais, c'est ça. Alors que j'ai toujours travaillé en commun dans ma vie. Voilà, donc, il faut bien que j'accepte parce que je sais qu'il y a une échéance. Et je me trouve donc élu au Congrès, quelques années suivantes, comme secrétaire général de la Fédération. J'ai une petite... J'avais accepté... Pardon. J'ai une petite question, mais après, peut-être dans ton déroulé, tu vas nous en parler. C'est par rapport à la Fédération de la pêche, parce que souvent on m'en a parlé, et la convention qui est pour les femmes de ménage ou d'entretien. Ah non, là, ils sont aussi chez nous. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est une convention à part. C'est une convention à part, d'accord. C'est une convention à part, oui, oui. Mais qui est rattachée au docker. À la Fédération des Ponts et Docks. Des Ponts et Docks. Parce que cette Fédération des Ponts et Docks est assimilée. Ça veut dire que c'est un mot très vague, hein. La Fédération, les gars qui sont sur les péniches. Ils sont Ponts et Docks aussi, d'accord. Ils sont dans la Fédération des Ponts et Docks. Parce que, voilà, donc, le secrétaire général de la Fédération que je remplace est un ancien marinier. Donc, voilà où on en était, et je prends donc la responsabilité de la fédération. Alors, on a, à partir de ce moment-là, la présence des socialistes.
Au gouvernement? au gouvernement. 81 alors. Ben, c'est pas 56, non, c'est pas ça? Oui, ouais, c'est bien avant, alors, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Non, Valérie, toi qui es un peu plus... c'est la première fois que, comment, à gauche, on va effectivement avoir une majorité ou après, mais enfin, peu importe, c'est un mouvement où effectivement la gauche est présente. Donc, les socialistes, comme FO, la CFDT, la CFTC ne représentent rien dans les ports, va changer le statut des dockers. D'ailleurs, ils vont y arriver 30 ans après. Hein. De façon à faire que l'intermittence n'existe plus. Vous voulez tirer le rideau, non? Non? Ah, c'est une décision. Il y a un petit abeille. Hein? Et casser la loi de 47. Ça a toujours été, depuis qu'elle existe, hein, leur volonté. Ils ont d'abord lutté à la Chambre pour qu'elle ne soit pas votée, hein, et continuellement, dès qu'ils peuvent l'amender, qu'ils peuvent la remettre en cause, ils veulent la foutre en l'air, parce que cette force des dockers dans les peuples ne leur convient pas. C'est trop monolithique, etc. Parce que, contrairement à ce qu'on peut dire, cette force syndicale ne met pas en cause l'individualité des croyances, des opinions. On sait que tel camarade est conseiller municipal socialiste, on sait qu'un tel vote à droite, on sait, mais l'important c'est d'être docker. Voilà. Alors, après cette responsabilité à la fédération, je suis invité dans des réunions internationales hein, par la FSM, ouais. C'est-à-dire en Russie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, hein, et donc j'ai fait la découverte du plan international. Bon, ça c'est dans mes responsabilités de la fédération. Mais c'est une chose qu'on n'avait pas vécue avant. On n'avait pas de lien avec d'autres pays à l'international. Oui, à l'international. Hein, on a ces contacts, on reçoit des délégations polonaises qui vont dans les ports. Hein, on est reçu chez eux, ils reçoivent des dockers en vacances, enfin bref, on crée avec des pays socialistes dits socialiste, parce que quand on y va, moi, il y a des choses qui me choquent. Ce qui me choque, et je le dis à ma section communiste, quand je reviens là-bas, un jour, on discute des choses d'autres, à une autre section, et je donne mon point de vue. Alors, qui est divergent avec tous les autres, des camarades qui sont là. Et je suis mis à l'index. Je ne suis pas exclu, parce que ça ne se faisait plus, mais je suis mis à l'index, je suis mis au rencard. Hein, je sens bien la froideur des relations. Mais n'empêche que ce que je vois, hein, ces cadres, hein, c'est plus des ouvriers. C'est pas des représentants des travailleurs, à part que si j'ai eu cette chance, je lui ai demandé plusieurs fois, d'aller dans un port où j'ai rencontré le conseil syndical, les délégués. Mais autrement, on rencontre que des cadres militants payés, hein, en fait, un encadrement officiel. Bon, je demande rendez-vous à la Confédé. J'ai rendez-vous avec Krasuki, je lui exprime ma façon de voir, hein, ce que je ressens. Point final, hein, parce que on ne me contredit pas,
on essaie de m'expliquer qu'il y a l'histoire, hein, après la sous un bandeau. Enfin bref, camarades, on ne sait pas. Hein, on sait très bien, parce que quelques années après, hein, on fera la critique de ce qui a été. Parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression de syndicat dans les pays socialistes. Hein, on a l'impression d'une structure administrative. Alors attention, hein, les acquis des travailleurs portuaires sont formidables. Salaire, garantie sociale, couverture diverses, etc. Attention, ça c'est réel. On visite des hôpitaux, on visite des maisons de travailleurs avec leurs femmes et leurs enfants qui sont en vacances, etc., etc. Toute la réalité sociale est réelle. Mais le syndicalisme en tant que tel n'a pas la place qu'il doit avoir. Enfin, les élus de base, hein, ne font pas la vie du syndicat. Il y a une hiérarchie. Ouais. Voilà, en gros, ce que je ressens, tout en constatant toute la réalité des gains sociaux, constate quand même qu'il y a un phénomène de structure, hein, qui font que la base en tant que telle, hein, ils sont tous syndiqués, ils paient tous leurs cotisations, hein, mais on ne les entend pas. Bon, après. Et est-ce que ça rouspétait finalement? Parce que finalement, on peut se dire aussi que c'est une question que je me pose, hein, Oui. que c'est aussi une facilité, quoi, tu vois, parce que finalement, quand un syndicat vit, c'est aussi une contrainte de dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour être, comment dire, dans une action, quoi, tu vois, je veux dire, souvent le fait de dire, quand je te dis ça par rapport à ce que je ressens actuellement. C'est-à-dire que on voit qu'on a des structures de syndicats un peu de partout, mais de dire que les syndicats ils sont porteurs de dynamique, c'est compliqué, quoi. Tu vois, il y a des bastions où Arkema, Sanofi, ils ont l'habitude d'être sur de la construction de rapports de force, Ouais. et donc ils vivent. Mais finalement, il y a beaucoup de syndicats, moi je suis territorial, où on sent que c'est dur, tu vois, de donner des responsabilités aux gens. Donc finalement, ce que tu dis Oui, mais conviendrait, quoi, tu non, vois. mais là c'est une structure. C'est la structure au niveau du pays. Dans n'importe quel pays socialiste où on va, c'est la structure. Il y a le parti, il y a les syndicats, il y a la structure. On la rencontre, on la rencontre partout. D'accord. Hein, et c'est clair, et c'est bien pour ça que les événements de quelques années après, on explose. Et on explose dans le mauvais sens, dans ce sens qu'on abandonne tout. C'est un rejet quelques années après, hein, De la structure. quand on voit dans les pays socialistes, hein, et un abandon, pas du syndical et politique, c'est le reflet de la réalité. Bon, bah après, j'ai mes responsabilités à la fédération, j'essaie de les assumer. On a des grandes grèves lorsque les socialistes viennent parce qu'ils essaient de nous casser le statut et de répondre à la demande des employeurs de mensualiser les dockers, de façon à les faire entrer dans le droit commun, de façon à casser toute la musique, quoi. Parce que là, le docker, il est payé comment, en fait? Il est payé à la tâche quand il y a... Il est payé la journée. D'accord. Bon, il y a des dockers pour des fonctions qu'on a besoin régulièrement. Il y en a des mensualisés. Mais c'est 10%, 90%. Bon, alors je ne dis pas que les dockers avaient des salaires mirobolants, mais disons quand même qu'ils étaient un peu enviés.
Hein, parce que c'est souvent des salaires à la tâche, à la tonne. Plus on débarque, hein, mieux on gagne. Et les heures supplémentaires, hein, sont des heures supplémentaires qui sont des heures supplémentaires. Majorité. Donc voilà, voilà un peu tout le contexte Bon, après au plan international, bon, j'ai essayé au niveau de ce que j'étais, mais c'était très difficile de changer quelque chose, parce que il y avait une telle structure, hein, on parlait dans le vide, quoi. Hein, quand on parlait de démocratie syndicale, élection des délégués, etc., concertation, etc., les syndicats des pays, des dirigeants au moins, c'était pas leur tasse de thé, quoi. C'était le moins qu'on puisse dire. Voilà. On peut faire une pause ici. Et que, il y avait des magasins où, avec des devises étrangères, on pouvait acheter, or souvent, il y avait des empreintes féminines. Et nous, on prenait toujours des dollars, hein, pas des quantités énormes, hein, de façon à la fin du parcours de les remercier de la façon, parce qu'elles ne comptaient pas les heures, elles étaient toujours attentives à ce que notre chambre soit bien située, enfin, elles avaient un souci constant, c'était des militantes. Donc, ça leur permettait d'aller au fameux magasin où, hein, elles étaient toutes contentes de pouvoir acheter avec des dollars. C'était un peu toutes les bizarreries, hein, bon, c'est pas fondamental, mais que j'ai découvertes, hein, j'ai découvert tout ça au fur et à mesure de... Alors, quand on revient et qu'on parle de ça, qu'on dit, etc., on n'est pas forcément écouté. Et puis même, il y a des cas pour qui, alors, hein, et alors, ça leur permet de prendre du fric aux Américains, ça leur permet de... etc., etc. Donc, ce sont des questions qu'après, je ne dis pas que ça ne m'interrogeait plus, mais j'avais plus le désir de discuter. Voilà, je comprends. Parce que, personnellement, ça me choquait toujours. Mais pourquoi vouloir entreprendre une discussion alors que ça se terminerait toujours, ben, t'as rien compris, quoi. Voilà. Attention, hein, je suis pas un vertueux, je suis pas... Non, non. Alors non, hein, mais, voilà, c'est un peu le contenu de ce que mes parents m'avaient donné. C'est-à-dire que face aux choses, il faut s'interroger. Voilà. Dans le parti, je disais les socialistes, il y en a marre de faire des accords avec eux, de faire le porteur d'eau. J'étais mal vu, on me montait là. Et puis je vois qu'à la fin, maintenant, on arrive, on dit, oh, quand même, c'est plus des camarades, comme il y en a qui disaient. On finit par s'apercevoir avec le temps. Mais moi, j'étais en avant, je disais, il faut arrêter de faire des accords avec eux, n'importe comment, parce que c'est eux à la sortie qui gagnent, et nous, on se... Différence, ma grande bagarre, ça a été non pas le programme commun en tant que tel, mais la participation des ministres communistes. Des sauts, tout ça. À la réunion de section, j'ai voté contre. Ça ne nous a rien apporté. Non pas le soutien, oui, à l'action, au positif de l'action, etc. Hein, mais à partir du moment où les camarades... Hein, puis après, on les a vus partir dans tous les horizons. Ah ouais. Hein, quand
quand on les voit encore maintenant parfois s'exprimer, hein, non, j'ai pas compris cette période avec un tel succès à gauche, hein, d'en arriver à... Parce que en étant un soutien pour les mesures positives, on est obligé les socialistes à tout doucement, au moins, de mettre en place les promesses qu'ils avaient faites ou leur de se démontrer tels qu'ils étaient. Et on a été combattus, hein. Bon. Ceux qui n'étaient pas d'accord. Combien de fois, moi, j'ai dit que les ministres communistes, quand ils, vu la position qu'ils prenaient au gouvernement, ils devaient démissionner et partir à la tête haute. Je me faisais jeter. Ouais. Après, moi j'étais petit et donc j'ai pas l'histoire, mais de ce que j'ai entendu, souvent les camarades ils disaient que finalement peut-être qu'il fallait qu'ils restent au gouvernement, mais que le mouvement social soit plus fort. Alors que là, on était plutôt à l'inverse de dire, comme on a des camarades au gouvernement, on va pas faire un mouvement social. Je sais pas. Comment créer un mouvement social en étant présent dans des mesures qui ne l'étaient pas? Parce que ça n'empêchait pas les socialistes de prendre des mesures, en définitive, qui étaient contraires à la bataille qu'on avait menée nous-mêmes. D'accord. Et comment dire aux électeurs, hein, comment expliquer notre position? Moi, je sais que j'ai milité dans les réunions de cellules, dans les réunions de section, pour essayer d'exprimer mon désaccord. Je sais que pratiquement, hop, parce que le parti a dit, parce que, tu sais, Oui. ça, le parti a dit, hein, Ouais. le parti décide, notre grand parti, qui, etc., etc., pour des camarades, et c'est en partie ce phénomène qui a permis l'éclatement. Parce qu'à un moment donné, il y avait de telles divergences, hein, et des incompréhensions que... alors, tu avais des militants convaincus, vraisemblablement, il y en avait forcément, hein, et puis tu avais les électeurs. Les électeurs, tu n'en es pas propriétaire. Alors. Hein, ils peuvent être changeants. La preuve, Ils nous ont fait payer Hein? cher. Hein. Macron, Ouais. hein, Macron. Finalement, tu as été élu, Gérard. Et finalement, le rôle d'un élu en étant militant syndical, est-ce que c'était pas un peu quelque chose de difficile? Je sais pas, c'est parce que des fois tu es... Moi, ça m'a jamais mis encore, enfin, personnellement. Hein. Ouais. Hein, c'était 2 mandats. Il y a le mandat sur le port, le mandat syndical. Quand j'étais à la mairie ou dans les manifestations hein, qui étaient politiques, bon, c'était le côté politique des choses, quoi, au final. Hein. C'était les deux jambes finalement, qu'on dit, quand on dit il faut Les deux casquettes. la double besogne, Ouais. le côté politique. En fait, ce que je ressens, hein, alors après, je ne sais pas si on va le mettre ou on va le garder, mais la difficulté qu'on a actuellement, nous, militants syndicaux, quoi, tu vois, je veux dire, c'est d'avoir le relais politique. Tu vois, je veux dire, actuellement, bon, je vois... Il y a des personnes qui expriment... Voilà. Et puis même, même si on a des camarades, alors bon, sur le département, on n'a pas des grandes mairies, ou même si on a des mairies, souvent c'est le maire et c'est pas l'ensemble des élus qui sont, Ouais. mais c'est plus c'est la conscience politique, quoi, tu veux dire, parce qu'on a des camarades élus, enfin, en tout cas sur Digne, on en avait des camarades élus communistes, qui ont un raisonnement communiste, mais c'était difficile d'avoir le lien entre l'élu et les salariés, quoi, tu vois. Ouais. Et je sais pas si... Parce que si tu veux, l'élu, tout doucement, il est pris par sa fonction. C'est ça, ça devient des gestionnaires. Et C'est pour ça que... même, moi je l'ai vécu aussi, tu perds aussi ton militantisme. Le militantisme qui vraiment me restait, c'est le militantisme syndical. Parce que le militantisme en tant qu'élu,
bon, même si tu distribues encore des tracts et ceci et cela, mais ta fonction, je ne sais pas comment expliquer ça, ça te pose, tu vois, quelque part, comme si tu avais, c'est quelque chose d'autre, quoi. Ouais. Alors que ce n'est qu'un mandat des électeurs qui t'ont fait confiance et qui te demandent de... Mais c'est vrai que trop facilement, on se laisse aller à la fonction. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est la fonction qui est de gérer sûrement la collectivité. Mais c'est vrai que je pense que c'est difficile, hein, c'est pas un reproche que je fais aux camarades, mais je pense que c'est vrai que c'est quand tu es élu dans une collectivité, c'est compliqué de faire le lien, même fait avec la section. Hein, je veux dire, nous, on avait des camarades qui faisaient sûrement du bon boulot, mais tu vois. Est-ce que tu peux couper un peu ?